Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Home Harmony TV. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Gauthier, qui est géobiologue, quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'ai rencontré au travers de ses nombreuses publications qui m'ont évidemment bien inspiré puisqu'elles concernent également ce que nous abordons dans le Vastou au sein de notre institut. Alors, bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et donc, écoute, aujourd'hui, on t'invite sur un sujet qui nous aussi nous passionne et je pense qu'il va passionner les gens qui nous écoutent, c'est l'énergie des lieux sacrés. Et avant d'aborder peut-être le thème de cet échange, je souhaiterais que tu parles un tout petit peu de ton parcours et comment tu es venu à la géobiologie. Ah, je suis venu par le meilleur parcours, dire qu'au début, je n'y croyais pas. Voilà ce qui s'est passé. Il y a longtemps, il y a presque 40 ans maintenant. J'ai habité une maison et tout allait bien avant cette maison. Et on est rentré dans la maison. Il y avait donc mon épouse, les 2 enfants. Et au bout de 3 mois, nous sommes tous tombés malades, mais gravement. Moi, j'ai fait une tumeur, hein. Mais c'était vraiment grave. Et pendant 1 an, on a vécu un cauchemar. Alors d'abord, on a été voir les généralistes. Après, on a été voir les spécialistes. Et après, j'ai découvert, alors j'étais voir les magnétiseurs, personne n'y pouvait rien. J'ai découvert ce que je ne connaissais pas, mais j'avais 20 ans, 22 ans. J'ai découvert l'homéopathie. J'étais voir les homméopathes. Le président m'a dit, des homméopathes, prenez de la cortisone. Il voyait pas comment faire. On en était là. Et pendant 1 an, ça a été un cauchemar. Et le hasard a voulu que j'apprenne que par un médecin homéopathe que j'allais voir quand même, qui m'a dit, c'est peut-être votre maison qui vous rend malade. Et là, j'ai pris pour un fou. Moi, j'avais fait des études supérieures, je savais tout, sauf ça. Il m'a dit, il y a parfois des mauvaises ondes dans les maisons. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan? Je suis rentré chez moi, mais je suis toujours curieux, un esprit ouvert, et j'ai voulu en savoir davantage. À l'époque, il n'y avait pas 36 livres sur le sujet, il y en avait 2. Ça nous ramène à quelle époque? 83, 82, 81. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vieux quand même. Moi, j'avais un métier, j'étais luthier, je faisais des harpes celtiques, c'était mon boulot. Je voulais rien faire d'autre que la musique à l'époque. Et donc, il s'est passé que dans la région où j'étais, il y avait la plus grosse association de géobiologie de France. Et je vois une affiche à la COP Bio, puisque à l'époque, c'est les premières biocopes, et je découvrais l'homéopathie, donc j'étais devenu végétarien, j'avais compris que c'était important de s'alimenter autrement, c'est un ensemble. Et j'ai dit, bon, je vais aller à la conférence, enfin, c'est un atelier de 2 jours sur la géobiologie. J'avais 1 ou 2 bouquins. Et là, j'ai vu des professionnels. J'étais le seul amateur, en fait. Et je ne savais pas que c'était réservé aux professionnels. Et j'ai vu qu'il y avait une réalité que j'ignorais complètement, qui était que dans la maison, même ailleurs, il y a des ondes qu'on ne voit pas, de toutes sortes, qui peuvent nuire ou favoriser, hein, aussi le bien-être ou la santé. Et donc ça m'a intéressé, ça m'a passionné, et puis voilà, je suis rentré dedans, ça m'a dévoré, j'ai mis le pied et le doigt dedans il y a presque 40 ans, et ça m'a happé, et quelques années après, j'ai laissé tomber mon métier pour ne faire plus que de la géobiologie. Voilà mon parcours. Tu as fait la musique de la Terre, en fait. Ouais, j'ai un bon parcours parce que j'y croyais pas. Et quand les gens, je veux pas convaincre les gens pour la maison, par exemple, mais quand certains sont sceptiques, ben je leur dis que moi, j'étais pire qu'eux. Mais dans l'invisible, on ne voit pas l'invisible en principe, mais il y a une chose qu'on peut voir, c'est le résultat. Et quand les gens se sentent mieux dans leur maison, parce qu'on a déplacé un lit, parce qu'on a modifié des choses, et maintenant pour les pollutions électromagnétiques, si on a fait un blindage ou un écran, eh bien là, on se dit, et que la mesure est différente, on se dit, on a fait quelque chose qu'on ne voit pas, mais on a le résultat. Ça, c'est important. Voilà. Oui, écoute, ça c'est... Alors bon, moi je suis totalement conquis, bien sûr, à la cause, mais c'est intéressant. Bon, d'ailleurs, ça montre aussi, je dirais, la vraie curiosité scientifique, parce que souvent on dit, les choses qu'on ne voit pas, en fait, ça n'existe pas. Mais en fait, l'esprit, justement, du scientifique, c'est un esprit curieux d'aller voir et de constater. Hein. C'est pas parce qu'une chose, on n'arrive pas à la démontrer qu'elle n'existe pas. C'est voilà. Bon, écoute, merci en tout cas. C'est intéressant parce que si tu veux de partir justement d'un état, on va dire, sceptique, on n'y croit pas, et puis tout d'un coup basculer. Et puis je suppose que tu as eu des résultats dans ta maison. Enfin, qu'est-ce que tu as fait après sur ta maison? Tu as changé de lieu ou tu as fait appel au géobio? Alors, il y a un géobiologue qui était venu
Et bon, c'était rapide à l'époque. Il avait passé 20 minutes avec un pendule et rien d'autre. Donc c'était un peu court. La maison n'était pas formidable du tout, du tout. Et moi maintenant, je sais que après avoir fait des milliers d'expertises, c'est une des rares où on ne peut rien faire. Il y avait non, on ne pouvait rien faire. Donc, et en fait, on a déménagé au bout de un an et demi, et en 3 semaines, tous nos problèmes se sont arrêtés. Il y avait, il y avait une ligne électrique le long de la façade qui passait devant la fenêtre de la chambre. On pouvait toucher les fils par la fenêtre, un transformateur au pied de la maison et des veines d'eau sous la maison partout. Donc, on ne pouvait rien faire. C'était impossible. C'était une maison inhabitable. Bah écoute, quelque part, la nature t'a amené à l'endroit qu'il fallait, si tu veux, pour. C'était la bonne maison. C'était la bonne maison. C'est la bonne maison. Il fallait pas y rester trop longtemps, mais c'était la bonne maison. Alors, bah écoute, je te propose qu'on aborde le sujet de cet échange, l'énergie des lieux sacrés. Alors, déjà, une première question que j'aimerais sur laquelle tu nous éclaires, c'est en fait, qu'est-ce qui définit un lieu sacré? C'est son énergie, c'est sa destination, c'est les gens qui viennent, qui décrètent que, qu'est-ce qui fait que c'est un lieu sacré en fait? C'est tout ça à la fois. En fait, c'est pourquoi du comment. En fait, quand je me suis passionné pour la géobiologie de l'habitat, j'ai cherché les courants d'eau, les réseaux à l'époque. On parlait beaucoup du réseau Hartmann, du réseau Curie, du réseau solaire, tout ça. Et puis, quelqu'un m'a dit, va donc voir dans une église où sont les courants d'eau. Et dans le village où j'habitais, justement, il y avait une église romane. Je prends mes baguettes, j'avais appris à trouver l'eau, ça se passait bien. Je rentre dans l'église et je vois que les courants d'eau étaient dans un endroit très particulier et formaient une croix. J'ai regardé le réseau Hartmann, il était différent que dans une habitation. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose d'autre. Je suis retourné voir la personne dans le stage, et la personne m'a dit, maintenant, on va voir un menhir. J'ai dit, mais quel rapport avec une église? Bon, un menhir, c'est juste une pierre debout, quoi. Hein, comme on l'indique d'ailleurs en breton, pierre levée. Et j'ai retrouvé la même chose que dans une église, ou sous un dolmen. La construction énergétique d'un dolmen, vis-à-vis du tilbrisme, est la même que dans une église. Et donc, j'ai voulu aller plus loin, et ça m'a passionné. Passionné. Vraiment, depuis toujours. Et la démarche allait la suivante, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais complètement surpris de voir que les réseaux étaient différents, comme s'ils avaient été agencés par les constructeurs. On aurait dit aussi que l'église avait été placée exprès sur l'eau, que l'eau correspondait au schéma de l'église ou de la chapelle, ou du dolmen aussi. Alors je me dis, bon, ils connaissaient, donc comment est-ce qu'ils ont fait pour déterminer tout ça et tout ça. Et puis, après, j'ai voulu comprendre. Et là, à un moment donné, ça bloque, parce qu'on n'a pas les capacités, on ne sait rien en fait, on est des vrais dinosaures par rapport aux gens de cette époque sur l'énergie des lieux. Et donc, on va dérouler rapidement. Il y a des choses qui m'ont tout de suite surpris, parce que je suis très très curieux, je veux comprendre, je voyais qu'il se passait quelque chose, mais je voulais comprendre. Le problème, c'est que la compréhension ne peut pas être intellectuelle. Je dis toujours, on cherche avec le cœur, avec la tête, mais on trouve avec le cœur. Et si on cherche avec la tête, on ne peut pas trouver. C'est en dehors de notre conception du monde physique. C'est en dehors de l'intelligence du cerveau. Ça va bien au-delà. Et donc, moi, il y avait des choses qui me surprenaient énormément. Tout simplement, si je prends le cas d'une chapelle, on va prendre ce cas très simple. J'habitais à l'ouest de la France, il y a beaucoup de chapelles. Il y a des chapelles perdues en pleine forêt. Il n'y a rien à côté, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Elles sont là, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a construit des chapelles, et même des basiliques dans les endroits où il n'y a rien, et on a un truc qui sort des champs gigantesques, comme une cathédrale, mais pourquoi à cet endroit-là, il n'y a même pas de ville autour, il n'y a rien. Personne n'y habite. Ça, c'était ma première interrogation. Deuxième interrogation, pourquoi dans certaines églises, aux chapelles, on trouve des sculpteurs qui sont complètement païennes, qui ne sont pas du tout catholiques, c'est le cas de le dire. Si je prends l'église de Loctudie, dans le Finistère, dans le cœur de l'église, tout en haut, il y a une femme qui est sculptée et qui écarte ses cuisses et qui montre ses cuisses et qui montre son sexe grand ouvert. Si on va à la chapelle de Sainte-Colombe, en Charente, les modillons, quand on est à l'extérieur, les modillons, c'est des éléments d'architecture qui maintiennent la corniche, comme des bouts de poutre qui dépasseraient, non pas en bois, mais en pierre, et qui sont souvent sculptés. On voit des têtes de monstres, des têtes d'hommes barbus, voilà. Mais à Sainte-Colombe, c'est un sexe masculin au grand complet, qui est là, et qui pend derrière le cœur de l'église, enfin les fenêtres absidales au-dessus, sur les modillons.
si on va à Turet, dans le Puy-de-Dôme, dès qu'on rentre, il y a un singe qui nous regarde et qui nous montre son derrière. Pourquoi? Pourquoi et quand on pose la question maintenant aux historiens, aux archéologues, c'est une fantaisie du sculpteur. Oui, bon, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas la réponse, mais c'est stupide. L'évêque qui va venir pour sacraliser, qui va faire la cérémonie de dédicace, comme on l'appelle, énergétique, de l'église, s'il voit ça, logiquement, il va refuser de payer, parce que c'était pas gratuit, la construction. Moi, si un maçon vient chez moi et me met sur ma façade un sexe masculin qui pend, je vais lui envoyer, je vais pas le payer, mais je vais lui dire de l'emmener. C'est pas une fantaisie du maçon. Donc, il y avait une autre explication. Alors, quelle est cette explication? Et donc, j'ai cherché. Alors, j'ai trouvé des livres sur la symbolique, sur plein de choses comme ça. Je pense que tu vas nous parler peut-être du langage des oiseaux. On va y venir après. Tout ça, c'est un sujet. Il y a plein d'éléments qui donnent des éléments de réponse. Il faut pas avoir une vision fermée. Et justement, la symbolique, j'ai acheté des livres qui parlaient des symboles qu'on trouvait dans les églises, sur les lieux sacrés. Le problème, c'est que qui n'est pas un problème, mais qui en devient après, si on veut comprendre, c'est-à-dire qu'il est écrit par une personne qui a une vision des choses. Si le livre sur les symboles il est écrit par un franc-maçon, il va nous apporter des choses intéressantes. S'il est écrit par un alchimiste, il va nous dire des choses intéressantes. S'il est écrit par un moine, il nous parlera des symboles d'une autre façon encore. Chacun donne son éclairage. Et je voyais bien que j'avais pas ma réponse. Il fallait un recul pour avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est très, très important. Et donc, qu'est-ce qui me restait encore comme quatrième élément? Les légendes associées au lieu. On en parlera avec la langue des oiseaux, justement. Par exemple, on a des endroits où les légendes catholiques sur le saint de la chapelle ou de l'église ne tiennent pas la route une seconde. Comme, on va en parler tout à l'heure, comme le pape Cornélie, qui aurait changé les Romains en menhirs. À Carnac. Si on veut savoir pourquoi il est menhir, l'explication, c'est le pape a transformé les Romains en menhirs. Mais ça perdure, ça. Ouais. Et là, c'est très, très, très intéressant. C'est de la langue des oiseaux. On va en parler tout à l'heure. Alors juste, je reviens un instant. En fait, si je comprends bien, ce qui peut-être un point commun qu'on pourrait trouver dans les lieux sacrés, en fait, c'est l'énergie tellurique, une certaine organisation. C'est vrai que j'ai pas répondu directement à ta question, parce qu'il fallait ce passage-là pour comprendre le déroulement. Le point commun, alors l'énergie tellurique, c'est une part seulement. Quand on va détecter, quand on va s'intéresser aux lieux sacrés, on emporte des outils avec soi. Alors beaucoup de gens, ils ont raison, ils emportent des baguettes, aussi ce genre de choses, à l'aube antenne, mais on ne voit que la moitié des choses. Si on le fait avec ça, on ne fait que la moitié et ça ne va pas. Quand j'ai participé au premier stage, où on travaillait les lieux sacrés comme ça, pour les identifier, si on se branche, parce que j'ai fait cette erreur, sur l'énergie tellurique, là on n'est pas bien, on est malade. L'autre instrument complémentaire, c'est ça. La boussole. D'accord. Quand on va sur un lieu sacré, on se rend compte d'une chose, il est orienté à la terre, donc aux rayonnements qui viennent d'en dessous, les rayonnements de l'eau, qu'on appelle les veines du dragon. C'est pas pour rien. Hein. Les rayonnements sont là. Ce sont des véritables sources d'énergie, ces lieux-là. Donc il y a ces rayonnements-là qui viennent de la terre, mais il faut impérativement qu'ils soient équilibrés avec ceux du soleil. On met l'axe de l'eau dans l'axe du soleil. C'est fondamental. Si on ne regarde que l'énergie tellurique, on rate la moitié du système, et là, c'est absolument pas harmonieux, parce qu'on le ressent, puisqu'on se canalise dessus. Donc, les lieux sacrés sont par définition des lieux orientés au soleil. Ce sont des temples solaires, hein, sans faire aucun lien avec cette vieille histoire de temple solaire, mais ce sont des temples orientés au soleil et à l'eau souterraine. Toujours. Alors, quand tu dis orienté solaire, c'est-à-dire d'un point de vue cardinal, c'est... Alors, c'est-à-dire que les chapelles et les églises, les cathédrales, sont orientées au lever du soleil. D'accord. Voilà, elles sont orientées au lever du soleil. Et donc, si on prend l'ancien calendrier, alors les dolmens aussi sont orientés au lever du soleil. Et ce lever du soleil doit taper pile dans l'axe rectiligne avec la veine d'eau majeure qui passe sous le site. C'est comme ça qu'on le sait, le jour le plus fort de l'année.
Alors ce jour, il est indiqué. L'exemple que je donne souvent, par exemple, vous prenez la cathédrale de Chartres, que tout le monde connaît. La cathédrale, c'était un super chantier, même si c'était le chantier le plus rapide d'Europe, 28 ans. Ça a duré 28 ans. Il y a eu des péripéties d'incendie là aussi, mais ils ont repris le chantier 28 ans. Et donc, ils ont travaillé comme des fous pendant 28 ans avec des corps de métier. Alors d'ailleurs, on ne sait toujours pas qui est le maître d'œuvre. Et là, c'est intéressant de comprendre qu'on on peut pas le savoir. Ce sont des initiés. Donc, pendant 28 ans, ils ont construit un édifice remarquable et ils l'ont orienté pile au lever du soleil, au solstice d'été, le 21 juin. Mais ils n'ont pas fait ça par hasard. Ce serait stupide de dire, tiens, on va l'orienter comme ça, hop, allez sur Google, vous verrez, on regarde en vue satellite, on voit, c'est très très beau d'ailleurs de voir le toit, il est pile orienté au lever du soleil au 21 juin. D'autres seront orientés au 11 octobre, si vous allez au Mont-Saint-Michel. Et ça, c'est génial de voir ça. Vous avez 2 églises, le Mont-Saint-Michel, que tout le monde connaît aussi. Quand vous montez la ruelle où il y a tous les commerçants, sur la gauche, vous avez l'église paroissiale. Et tout en haut, vous avez l'église abbatiale. L'église paroissiale, elle est dans l'axe. Quand je dis dans l'axe, ça veut dire que le soleil, un jour, va se lever dans l'axe qui passe par les fenêtres du chœur pour traverser complètement jusqu'à la porte d'entrée, hein, l'axe rectiligne de la chapelle. L'église paroissiale est orientée au lever du soleil du 29 septembre. Le 29 septembre, il se lève pile dans l'axe. C'est le jour de la Saint-Michel d'automne. L'église abbatiale, elle est orientée différemment. Elle est orientée au lever du soleil du 8 mai. C'est le jour de la Saint-Michel de printemps, parce qu'il y a 2 Saint-Michel dans l'année. C'est formidable. Ça peut pas être un hasard. Et si on prolonge, si on fait un trait dans l'axe de l'église abbatiale, on arrive 20 km plus loin, pile en haut d'une colline, qu'on appelle le Mont Dol, où il y a une petite chapelle Saint-Michel. Et cet axe-là, et là on parle de géographie sacrée, et cet axe-là est orienté selon le même axe que celui qui se trouve en Grande-Bretagne. Il y a une ligne où se trouvent tous les lieux dédiés à Saint-Michel. Donc vous voyez, l'orientation solaire est fondamentale, elle nous donne énormément d'éléments pour avancer dans la compréhension de ces lieux. Donc ces lieux, en conclusion, moi, au bout de 40 ans d'études, j'ai pas la réponse, bien évidemment. Je vais pas prétendre de ça, mais j'avance comme tout le monde, on essaye d'avancer. En fait, l'énergie vitale qu'on connaît tous, que vous cherchez, vous, et que vous dirigez, que vous harmonisez dans les maisons, elle vient pas de n'importe où. Elle est là, sur la Terre, mais il y a des endroits où elle est excessivement forte. Moi, je dis, c'est une façon de parler, mais tout le monde la comprend, c'est comme s'il y avait des fontaines d'énergie. Les hommes, je dirais à l'époque néolithique, parce que c'est les seuls monuments les plus anciens qu'on ait retrouvés, à l'époque du néolithique, se sont rendus compte de ça. Est-ce que c'est par hasard? Je ne sais pas. Ils ont peut-être vu que des pierres posées sur des veines d'eau et de ce lieu de forte énergie, s'il y avait des bassins naturels avec de l'eau qui stagnait, cette eau était peut-être avec des vertus de guérison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'ils ont voulu faire, c'est canaliser cette énergie. Ils ont mis des menhirs qui sont devenus comme des aiguilles d'acupuncture qui canalisaient l'énergie vitale. Et comme ils se sont rendus compte que je suppose, que la pierre vibrait très fort, ils se sont peut-être dit que le plus intéressant, ce serait d'aller à l'intérieur pour en profiter davantage. D'accord. On commence à construire un réceptacle qu'on appelle un dolmen, qui n'était pas une tombe au départ, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc on construit un dolmen qui, comme une boîte, va garder l'énergie pour que celui qui va rentrer dedans va bénéficier au maximum. D'où on perpétue encore il y a encore peu de temps, en Amérique, les Amérindiens ont des tumulus où ils vont vivre une initiation à l'intérieur. Et après, les millénaires, parce que les dolmens, c'était il y a, par rapport à aujourd'hui, c'est entre 4 et 6 000 ans. Et après est arrivée la chrétienne qui a repris les mêmes endroits. C'est ça qui est passionnant. Parce que vous avez des chapelles. En Bretagne, il y a une chapelle, quand on rentre dedans, sur le sol, on voit, alors il y a le carrelage, comme dans toutes les chapelles et les églises, sauf un endroit, il n'y a pas de carrelage, il y a une dalle de granit. Une grande dalle de granit. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette dalle? On sort de la chapelle, et on voit une porte, et on descend, c'est la crypte, et en fait, c'est un dolmen. Ils ont construit la chapelle sur le dolmen.
D'accord. Mais oui, et c'est pas la seule. Si on va à Tintagel en Grande-Bretagne, dans les Cornouailles anglaises, face au château supposé du roi Arthur, là, dans la légende, il y a une chapelle et dans le chœur, il y a un menhir qui est enchâssé avec du fer forgé contre le mur. Si on va au Mans, vous avez la cathédrale Saint-Julien. Vous regardez la cathédrale, la porte d'entrée, près de la porte d'entrée, il y a un énorme menhir. Ils l'ont enlevé pour construire la cathédrale et ils l'ont remis après contre la porte. D'accord. Ce sont les mêmes lieux, donc ce sont des lieux d'énergie où l'homme peut entrer. On l'a agrandi pour que la multitude puisse rentrer. On appelle ça une chapelle, une église, une cathédrale. Et puis après, ceux qui avaient connaissance ont ajouté autre chose que les hommes du néolithique n'avaient pas. Ils ont ajouté une information. Les hommes du néolithique étaient dans l'information naturelle. L'église, la cathédrale et la chapelle apportent une information en correspondance avec la religion qui sera pratiquée à l'intérieur. Religion, c'est relier, se relier entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. On est d'accord? Et donc, le soleil qui rentrait dans le dolmen, maintenant, quand il rentre dans l'église ou la cathédrale, il porte une information que le vitrail va lui donner, une scène qui illustre la religion qui va être pratiquée, va être portée par la vibration du soleil. C'est ça le vitrail. Et en plus, le monument dans lequel on rentre a la forme de la religion parce que c'est une croix. Tout est fait comme ça. Et l'eau qu'on va prendre dans les fonds baptismaux pour la naissance, mais aussi l'eau du bénitier quand on rentre pour aller à la messe, c'est une eau qui est vibrée par l'eau souterraine qui passait sous le dolmen, qui fait vibrer les murs de la chapelle et qui va vibrer l'eau qui est dans le bénitier, et pour lequel on fera aussi un signe de croix en correspondance avec la religion qui est pratiquée. Tous ces lieux sont des lieux sacrés. Quelle que soit la religion pratiquée, ce sont des lieux sacrés. Donc des lieux, ils ont été sacralisés parce qu'ils sont très très forts en énergie, tellement forts, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible, hein, ça n'existe nulle part ailleurs, ils sont tellement forts que ça dépasse la matière. Donc c'est pour ça qu'on les nomme miraculeux. Ils font des miracles du corps, il y a des guérisons, mais aussi des miracles de l'esprit. Nous, quand on se rend parfois sur place, on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre. Voilà. Ah, justement, c'est la sur laquelle... j'ai un petit écho là qui est arrivé. Dans tous ces lieux, je vois bien que en fait, tu as rencontré, enfin, tu as visité de nombreux lieux. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué? Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont plus marqué que d'autres? Ils sont tous différents. Il y en a que j'affectionne, mais ça peut être personnel. Mais il y en a que j'affectionne énormément. C'est souvent des petites chapelles ou menhirs ou dolmens perdus, où les touristes ne vont pas. Si on prend le cas de Karnak, par exemple, finalement, quand on va à Karnak, on visite les aliments de Karnak, hein, c'est bien connu. Malgré le nombre de menhirs, ils sont là par milliers, on ressent pas grand-chose. Parce qu'en fait, l'énergie est toujours là. Mais il faut bien se dire que les millions de visiteurs déposent une autre information. Ouais, Ils parasitent. C'est pas négatif, mais ils viennent avec leur... Voilà, je suis en vacances, je viens voir, je vais faire des photos, ou je m'interroge, je suis curieux. Mais ils laissent plein d'informations, ou la leur, tout simplement. Et puis ça brouille les pistes. Et je dis toujours, si vous êtes à Karnak, n'oubliez pas d'aller là où ne vont jamais les touristes. On connaît les aliments de Kerlescan, du Menec et de Kermario, mais tout au bout de Karnak, il y a des petits aliments qui s'appellent le Petit Menec, où personne ne va jamais. Et là, on se retrouve. Alors, les menhirs sont moins spectaculaires, mais les fils de menhirs qui subsistent sont perdus dans les arbres, et on se retrouve dans le Karnak d'il y a 5000 ans, quoi. Et là, on ressent bien les choses. On ressent bien les choses. Si tu veux, juste pour rebondir sur ce que tu dis, nous, ici, on a, juste à côté, à Saint-Émilion, si tu veux, on a une très, très belle église, un cloître d'ailleurs qui est rattaché à ces... Et en fait, quand on y va l'été, parce que c'est un haut lieu touristique et c'est effectivement totalement envahi, eh bien l'énergie n'est pas du tout la même en été, alors qu'en plein hiver, quand il n'y a plus personne qui y va, en fait l'énergie remonte et on sent très très bien la différence vibratoire en fait du même lieu à des moments différents. C'est l'information qui change en fait. Hein. L'énergie est là, mais l'information change. Et puis c'est logique, c'est comme un parfum. Hein. Dans une pièce, on a le parfum du jasmin, mais si quelqu'un pulvérise de la menthe partout, on sentira plus le jasmin. Ça va être couvert par la menthe. C'est pareil, c'est le même système.
Donc, il y a des lieux comme ça qui nous portent et on vit des expériences. Par exemple, je parlais de Carnac. Dans les Amiens de Carnac, enfin, entre deux grandes, pas files, mais entre Kermario et Kerlescan, voilà, c'est le nom de sa porte. Tout ça s'étend sur des kilomètres. Hein. Vous avez un grand menhir qui s'appelle le Géant du Magno, tellement il est grand. Et on a vécu des choses intéressantes. Je peux vous donner un exemple. Quand on s'approche d'un mégalithe, on regarde au départ avec les baguettes. Après, on laisse tomber les baguettes, hein, pour avoir un ressenti vraiment. Hein. Mais c'est intéressant les baguettes pour mieux comprendre déjà un peu le fonctionnement. On regarde les auras des menhirs. Les menhirs ont plusieurs auras, ça va loin. Hein. Nous, on s'intéresse particulièrement aux deux premières auras qui sont au plus proche du menhir, on va dire, dans un rayon de 10 mètres. D'accord. Quand on trouve ces auras, on les trace par terre, on met des repères en carton de couleur pour identifier, et puis on se rend compte qu'il y a des passages qu'on appelle des portes, même si le mot est un petit peu, ça convient pas vraiment, puisque c'est pas des portes comme on l'imagine, mais ce sont des passages pour passer d'une aura à une autre, c'est-à-dire d'une vibration à une autre. Il y a des points clés, il y a des portes d'entrée puis des portes de sortie. Et donc, on trace ça au sol, et puis comme ça, j'étais avec un groupe, on avait tracé à Carnac ces auras, ces portes d'entrée et de sortie pour communiquer, et après on faisait le parcours énergétique, parce qu'on fait un parcours autour pour aller contre le menhir, on va dire très simplement pour se ressourcer. Parcours énergétique. On avait un groupe d'une douzaine de personnes. Quand ça a été terminé, il devait être 11h du matin, on plie tout et on laisse rien. À ce moment-là, arrive un jogger, un touriste, en courant. On le voit arriver dans la forêt, il vient vers nous, et puis il se dirige vers le menhir, il court vraiment fort. On le voit passer par la première porte, mais il n'y avait plus du tout rien. Il peut pas le voir. Il passe là où il y avait la première porte, il tourne un peu, il prend la deuxième porte, il vient s'appuyer par le menhir, puis il dit « Oh, je suis fatigué. Bon, allez, je reprends mon souffle, allez, j'y retourne. » Et puis, bonne journée. Il était très très gentil. Il est reparti, il a pris les deux portes de sortie. Mais il ne voyait pas les portes. On avait enlevé les repères de carton. Donc, inconsciemment, ça voulait dire qu'il avait senti l'énergie du lieu, il avait suivi le parcours qu'il devait suivre. C'est génial. C'est beau. Nous, on était sidérés de voir ça. Mais comme quoi, on a les informations intérieurement. Oui, toujours. Et si on se laisse guider par le psychique, eh bien, les choses se font. Oui. Et c'est pour ça que les baguettes sont utiles pour donner une information au cerveau, pour dire il y a des choses que tu ne connais pas, mais qui sont là. Puis à un moment donné, on ne s'en sert plus et on fait autre chose sans les baguettes. Et là, on a d'autres perceptions. Alors, est-ce que tu as visité, tu as évoqué principalement des lieux ici en France. Est-ce que tu as aussi voyagé pour voir un petit peu peut-être d'autres lieux qui peuvent être en connexion, je vais dire un peu avec d'autres énergies, d'autres civilisations? Est-ce que tu as retrouvé aussi justement quand même des points communs? Alors, les autres lieux, j'ai surtout été en Irlande, beaucoup. Oui. Ouais, beaucoup. J'y suis allé seul, j'en ai des groupes en Irlande pour voir si on trouvait la même chose, parce que ce que je trouvais en France et en Bretagne et ailleurs aussi. Mais voilà, je me suis pas étendu dans d'autres civilisations parce que déjà ma vie d'aujourd'hui ne suffira pas à comprendre tout ce que j'ai vu. Hein. Donc si je me lance, on m'a demandé de faire des stages en Égypte, je me rappelle très bien. J'ai refusé, je dis mais d'abord j'ai pas les compétences et ça il me faudrait 200 ans d'études pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a trop de symbolique. Donc je me suis limité à la France, à l'Irlande. Par contre, j'ai rencontré des géobiologues en Irlande, en Grande-Bretagne, des Hongrois, des Allemands, des Belges, des Suisses, des Italiens. Et alors, on a tous trouvé la même chose, mais on s'intéresse pas aux mêmes choses. C'est ça qui est amusant. Les Français s'intéressent beaucoup au réseau. Ça, c'est typique de la France. Les Anglais, les Irlandais n'en ont rien à faire. Ils s'intéressent au ley line, très intéressant. Et par exemple, les Hongrois, ils vont s'intéresser au réseau Notre-Dame, au réseau Saint-Georges, que les Français ignorent complètement. Et en fait, tout ça est passionnant, mais il faut rassembler. C'est-à-dire, j'ai une vision de français, j'ai une vision d'anglais. Et moi, j'ai essayé de rassembler au maximum pour faire des ponts. Et tout ça se recoupe, et c'est beau. Les ley lines des Anglais sont vraiment passionnants. Je vais vous en montrer un qui est très connu en Angleterre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le ley line Saint-Michel. Si vous voulez, un ley line, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'aller sur place. Hein. On prend une carte,
on regarde les lieux sacrés et on voit si ces lieux sacrés ont un alignement. Mais c'est un vrai alignement, hein, c'est quasiment une ligne droite. Si on est sur une petite distance, si on travaille sur des milliers de kilomètres, elle sera courte puisque la Terre est ronde. Oui, bien sûr. Le leyline le plus connu, je vais vous le montrer, parce qu'il faut le voir, c'est le leyline Saint-Michel. Alors, que je mette là, dans le bon sens. Vous voyez voilà. Voilà. Très bien. Là, on voit, ça part de la botte italienne et ça monte jusqu'à la pointe de l'eau. Alors, la botte italienne, ici, vous avez tout en bas un petit point, c'est dans les Pouilles, c'est le premier lieu où est né le culte de Saint-Michel-Archange. Après, au-dessus, en arrivant à la frontière italienne-française, vous avez, donc c'est, voilà, en arrivant sur le deuxième point, vous êtes sur un monastère bénédictin, la Sacra di Michele, qui est dédié à Saint-Michel. Après, vous arrivez au Mont-Saint-Michel en France, donc que vous connaissez. Après, vous arrivez en Grande-Bretagne, au bout de la pointe des Cornouailles. Vous êtes à St. Michael Mount, c'est le Mont-Saint-Michel anglais. Et après, vous arrivez à Skellig Michael en Irlande, qui est un îlot rocheux où on trouvait au Xe siècle une petite chapelle dédiée à Saint-Michel et des moines qui vivaient dans carrément des huttes de pierre. Et si vous voyez les photos ici, vous remarquez, alors attendez que je mette bien, vous remarquez que les trois lieux, France, Angleterre, Irlande, comme les autres, ont curieusement la même forme. Et là, on voit ce ley line qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, qui est intéressant. Et ça vous montre bien, pensons au méridien énergétique qu'on a sur le corps humain. C'est la même chose. Donc, on a vraiment des lieux, alors certains appellent ça des chakras, je ne sais pas si c'est des chakras, vraiment, je l'ignore, mais vraiment des lieux d'émergence énergétique qui sont vraiment salutaires. Et c'est pour ça qu'ils ont été nommés sacrés, parce qu'il se passait quelque chose d'incroyable. Ils nous permettent aussi d'accéder à un niveau supérieur, d'où le mot religion qu'on a vu tout à l'heure, pour se relier. On accède. Et nous, quand on se déplace, et vous aussi, vous pouvez le faire, moi je vous invite à y aller, vous allez voir, on est porté par l'énergie si on se met en accord avec elle. Hein. Un lieu sacré, on peut y aller pour se promener, on peut y aller pour faire des photos, on peut y aller pour détecter, et on peut y aller détecter, et puis après, passer à un niveau supérieur. Et à chaque fois, on va accéder à des niveaux supérieurs. Ils sont tous très intéressants. On peut y aller pour se promener. On a le droit. C'est beau aussi de se promener, juste pour voir la beauté du lieu. Mais si on va à un niveau supérieur, on va se rendre compte qu'on détecte très facilement, qu'on peut soigner très facilement, qu'un peintre ou qu'un poète aura de l'inspiration. On voit tout ça. On vit des choses fantastiques sur les lieux sacrés. Vraiment fantastiques. Alors, justement, tiens, on peut évoquer ce livre que tu as écrit, parce que tu es auteur de nombreux livres, L'énergie des lieux sacrés. Là, justement, on a le Mont Saint-Michel que tu as choisi. Je pense que ce n'est pas un hasard si tu l'as mis en couverture. Oui, oui. Et puis, justement, il y a un petit paragraphe sur le langage des oiseaux. J'aimerais bien que tu nous... Oui, alors je vous en parle parce que c'est passionnant et ça va vous passionner. Mais juste une petite anecdote à propos... Tu as dit qu'on voyait le Mont Saint-Michel sur le livre. Quand j'ai écrit, justement, la partie du Mont Saint-Michel, bon, ça m'a pris environ un mois, la partie du Mont Saint-Michel, et quand j'ai posé, non pas ma plume, mais quand j'ai arrêté mon ordinateur sur le Mont Saint-Michel, je lui dis, tiens, il y a peut-être une petite chose qu'il faut que je vérifie, parce que je donne des conseils pour une visite énergétique. Alors, est-ce que la route que je conseille est toujours valable? Est-ce que c'est pas modifié? Je lui dis, tiens, demain, je vais partir au Mont Saint-Michel. Je me dis, je vais pas attendre, je vais y aller demain. On était le mardi, je vais y aller demain mercredi. J'habitais à 3 heures de route du Mont Saint-Michel. Donc, je vais y aller demain, je ferai mon aller-retour, et puis comme ça, quand on écrit un livre, il faut toujours contrôler tout, même le moindre détail, pour être sûr de ne pas emmener le lecteur dans un mauvais endroit. Je me dis ça en fin de matinée, vers 10h30, 11h. À 12h30, coup de téléphone, quelqu'un m'appelle et me dit, Monsieur Gauthier, je dis oui, c'est moi. Voilà, c'est pour l'étude de ma maison. Je dis très bien, il n'y a pas de problème. Dites-moi, vous habitez où? Ah ben c'est un peu spécial parce que c'est pas si simple de venir chez nous. Je dis ah bon, pourtant j'ai l'habitude, hein, j'ai une voiture. Ben oui, parce qu'on habite au Mont Saint-Michel. Il y a peu de gens qui habitent au Mont Saint-Michel et c'était bien la première fois qu'on me demandait de faire une étude au Mont Saint-Michel. Elle me dit quand est-ce que vous pourriez venir? On est loin de chez vous. Je dis c'est simple, je serai là demain matin. Elle me dit, mais pourquoi vous serez là demain matin? Parce que j'ai prévu de venir au Mont Saint-Michel demain matin. Et la dame m'a dit, j'ai compris, parce que nous aussi, on a l'habitude. Un lieu d'énergie comme ça, il se passe des choses qui dépassent l'entendement.
C'est plus qu'une synchronicité. C'est une vibration sympathique, énergétique. Vraiment. Alors maintenant, pour revenir à ta question, redis-moi. Oui, c'était sur le langage des oiseaux. Parce que le langage des oiseaux, c'est passionnant. Quand on s'intéresse au lieu, on veut avoir un mode d'emploi. Est-ce que les anciens ont laissé des traces? Alors, il y a des symboles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont parfois bizarres, qui sont plutôt païens que chrétiens. Et c'est normal, puisque ils remontent à une connaissance avant la chrétienne. Et donc, la langue des oiseaux, c'est l'histoire. C'est la langue que va prendre celui qui a conçu l'énergie, enfin, qui a conçu la construction énergétique pour laisser dans le temps la mémoire de sa connaissance. Tu me suis? Hein? Il veut pas que ça tombe dans l'oubli, parce que, en fait, les derniers à avoir eu la connaissance étaient les druides. Ça remontait avant eux, hein. C'est pas les druides qui ont décelé tout ça, parce que les mégalithes, c'est avant le druidisme. Mais les druides ont été les derniers à avoir la connaissance. Et puis, un jour est arrivée la chrétienne. Donc, il y a eu un conflit même entre les druides. Mais bon, certains ont accepté de participer à la construction des monastères, des cathédrales. On appelait ça les moines encapuchonnés. Mais c'était des druides, en fait. Ils avaient ces connaissances-là. Et ils laissaient des informations dans les sculptures, mais aussi dans la légende qui allait rester sur place, l'histoire. Alors voilà, on prend un exemple. Elle s'appelle, c'est des mots qui veulent dire autre chose que ce qu'on entend avec les oreilles. Il faut les comprendre avec autrement. Alors pourquoi la langue des oiseaux? Qui utilise la langue des oiseaux aujourd'hui? Alors on dit souvent, la langue des oiseaux, c'est comme des jeux de mots. Par exemple, il y en a un qu'on connaît très bien, qui est, en France, il y a partout l'auberge ou l'hôtel du Lion d'Or, dans toutes les régions. La langue des oiseaux serait de dire c'est l'auberge dans laquelle au lit on dort. On va bien dormir dans le lit de l'auberge. Et c'est devenu au Lion d'Or. Donc c'est un jeu de mots. Je l'avais entendu sous une forme, l'endroit, le lieu où on dort. C'est ça, ça ouais, et voilà. Le lieu est devenu le lion. Alors voilà, c'est ça, ça devient un lion au Lion d'Or. On change l'orthographe, mais la consonance est la même. Les alchimistes se sont revendiqués de la langue des oiseaux, avec Jésus souffre en portant sa croix, et le souffle, c'est le sulfure. Tout le monde y a mis de son. Mais en fait, ça remonte avant eux. La langue des oiseaux est un message essentiellement spirituel. La preuve en est, c'est que le secret de cette clé de décryptage est dans le titre lui-même, la langue des oiseaux. Quelles sont les créatures ailées qui parlent sur Terre? Les oiseaux ne parlent pas, eh bien ce sont les anges qui sont des créatures ailées et qu'on peut associer aux oiseaux. Donc la langue des oiseaux, c'est un langage angélique. Donc maintenant, on va en prendre une langue des oiseaux. Et donc c'est cette connaissance spirituelle, je pense, qu'ont laissé les druides qui étaient à l'initiative soit de la construction ou du fait de perpétuer une connaissance. Si on va prendre le cas de Karnak, parce qu'il est amusant comme tout. Il est dit que Karnak a été construit, les mégalithes, parce qu'il y avait un pape breton, de surcroît, Saint Cornélie en breton, qui a fui Rome, persécuté par les Romains, et qui est parti jusqu'en Armorique avec un chariot et une paire de bœufs qui tiraient le chariot. Arrivé en Bretagne, il a entendu une femme qui insultait sa mère. Il a continué sa route. Il arrive non loin de Karnak, mais il voit des cultivateurs qui sèment de l'avoine. Alors il se penche et puis il les regarde, il se fait connaître et puis il continue sa route. Et puis il arrive à un lieu nommé Moustoir. Et là il voit les Romains qui approchent de lui. Alors là il a peur d'être pris par les Romains. Donc qu'est-ce qu'il fait ce pape? Et tout ça c'est la légende catholique. Comme je pense que tout le monde ferait la même chose, dès qu'il a vu les Romains pour se cacher, il s'est caché dans l'oreille d'un de ses bœufs. Dans l'oreille d'un de ses bœufs. Tout à fait normal comme comportement de pape, on est bien d'accord. Mais il y a quand même 3 soldats romains qui ont approché de lui. Et là, le pape les a pétrifiés, ainsi que tous les autres Romains en menhir et les centurions en dolmen.
J'ai oublié de dire que quand les Romains ont approché, ils ont vu les gens qui semaient l'avoine, mais qui récoltaient l'avoine. Ils ont dit, vous avez vu passer un pape? Oui, oui, quand on semait l'avoine. Ouais, ils ont dit, les Romains, bah, on n'est pas prêt de le retrouver. En fait, il était passé la veille, mais comme c'était un pape, l'avoine avait levé très vite par son enseignement spirituel. Donc, c'est intéressant tout ça, parce qu'il faut décrypter. Et c'est ça. On peut passer des jours, des semaines, des mois à décrypter. On ne peut pas tout trouver. Là, on est un rat de bibliothèque. Il faut avoir le dictionnaire des saints. Il faut avoir plein de choses, de livres, pour chercher dans la tradition et remonter dans les religions païennes, parce qu'il y aura des réponses. Parce que les religions païennes ont été reprises des éléments, comme pour Saint-Michel, et remis dans la religion chrétienne. Le pape Cornélie, là, on a la réponse déjà. Les papes, il y en a eu, je crois, 260, on en est au 268e, je crois. Dans les 268e papes, il n'y en a qu'un seul qui porte un nom d'oiseau. C'est le pape Corneille. Mais il n'était pas breton. C'était en 253 après Jésus-Christ. Il a été pape 2 ans, il est mort près de Rome. Il n'a jamais été en Gaule. Mais il s'appelait Corneille. Curieusement, c'est un nom d'oiseau. Là, on parle de langue des oiseaux. Voilà. Et donc, après, il faut décrypter toute cette histoire. Donc, ça veut dire, quand on vous dit le pape s'appelle Corneille, Cornélie, eh bien, tout simplement, c'est une histoire en langue des oiseaux. Après, on décrypte l'histoire. Alors, l'histoire de la femme qui insulte sa mère, ça, j'ai pas trouvé l'explication. Je sais qu'il y a des guérisseurs qui racontent cette histoire-là quand ils magnétisent, mais j'en sais pas plus. Après, le fait de rencontrer des gens qui sèment l'avoine, c'est la parabole du semeur, en fait. Hein. Plus on va donner la bonne parole, plus il va partir. Ça, c'est clair. Mais après, le pape qui se cache dans l'oreille de son bœuf, c'est hurler de rire quand même. Eh bien, il faut chercher les grandes oreilles de Bouddha, les saints aux longues oreilles sur le tympan de l'église de Vézelay, ou le dieu de la terre en Chine, Tilagong, qui a des grandes oreilles aussi. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on est en train de toucher du doigt une chose, la sagesse, et puis l'immortalité. Donc, on rentre en plein dans l'énergie. Et la pétrification, quand il fait la grande imprécation pour changer les Romains en menhirs, ce qui est complètement stupide, hein, ça s'est jamais passé comme ça, c'est pour montrer que la force des soldats n'était rien par rapport à l'énergie du lieu. Karnak, c'est une centrale énergétique. Et il y a tout ce langage-là qui est mis. Et dans plein d'endroits, il y a même des saints qui n'ont jamais existé, qui ont été créés de toutes pièces pour raconter une histoire, mais pour perpétuer. Voilà la langue des oiseaux. Et je vous incite à chercher, dès que vous avez une histoire qui vous paraît loufoque, je crois que c'est à Chartres où on a parlé d'une sainte qui n'existait pas à l'époque, quoi. Enfin bon, un truc de fou. Hein. Mais il faut mettre une histoire pour garder présente la réalité énergétique du lieu. C'est vraiment passionnant. Écoute, vraiment, je te remercie en tout cas de tous ces témoignages parce que bon, c'est très vivant. On voit que si tu veux, tu t'es pleinement investi en fait dans tes recherches et que on sent bien ton souci de perfection. Alors, je suppose que bon, les temps actuels sont un petit peu compliqués, mais tu proposes certainement quand même des sortes d'initiations dans ces lieux sacrés. Enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité? Aujourd'hui, quand on peut circuler librement, oui. Quand on peut librement circuler, parce qu'il faut être serein. Si par exemple il y a une menace de quoi que ce soit, même si c'est 15 jours après un stage, j'annule le stage pour que les gens soient sereins. Si les gens ont une préoccupation, c'est pas à peine de venir, parce qu'on peut pas accéder. Alors c'est plus que l'initiation. Alors c'est vrai que c'est sur 2 jours, mais le but pour moi, c'est d'amener les gens à tous les niveaux où on peut accéder lors d'un stage. Donc c'est une progression qui se fait. Alors la détection le premier matin est importante, puisque la détection permet déjà d'engranger des réalités qu'on ignorait, mais aussi de communiquer avec l'invisible du lieu. Quand on détecte, on parle avec l'invisible, et l'invisible répond. Dès qu'on parle d'énergie, ça tu le sais certainement, parce que tu le vis aussi, l'énergie répond. Dès qu'on parle dans une pièce avec des gens d'énergie vitale, et qu'il se passe quelque chose, on est en relation avec elle. Donc c'est vrai que on fait ça, on va dans la nature, mais toujours sur des hauts lieux, hein, en pleine nature, la chapelle n'est pas loin, la fontaine n'est pas loin, le menhir n'est pas loin, et au fur et à mesure des 2 jours, il y a une progression.
très rapidement, même en fin de première journée, les gens commencent à voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Hein, c'est-à-dire déjà ils vont ressentir. Il y a des ressentis. On développe ça, bien évidemment. Alors les ressentis, par exemple les plus courants, bon, sensation de chaleur, sensation de fraîcheur, mais les mains qui vont marbrer, parce que il y a des gens qui ont des capacités de guérison et tout de suite, ça se passera dans les paumes de leurs mains. Il y en a qui vont sentir une ouverture selon l'endroit où on se trouve de certains chakras, mais c'est très très net. Ça, c'est vraiment des ressentis intéressants. Jusqu'au quelque temps après, c'est visuel. Les gens qui disent ah, mais tout d'un coup, hop, j'ai vu quelque chose autour d'un arbre. Alors les personnes voient quelque chose autour des arbres parce que ces lieux sont très denses là où je les emmène. Ce serait peut-être différent dans leur propre jardin, hein, mais l'énergie est tellement forte que c'est présent autour des arbres. Et après autour du menhir, je vois comme un halo. Un jour, on faisait un stage près de Carnac encore, au menhir du Magno encore, et c'était très très tôt le matin. Et il y a un groupe de Qigong qui est arrivé, on les a laissés passer. Et il y avait dans le groupe un jeune, mais qui était vraiment dans ses ailes de Qigong. Il était dans l'énergie, c'était beau à voir. Les autres c'était bien, mais lui il avait une profondeur, il était en communication directe. Et tout d'un coup, on l'a tous vu, mais on était tous surpris. Hein. Il brillait. Autour de lui, il y avait vraiment un halo lumineux comme jamais je n'ai vu. Autrement, par contre, dans le stage, on voit très nettement le corps éthérique des gens autour de leurs bras, de leur tête. Mais là, il y avait un halo sur 2 mètres de rayon. Et donc, le 3e jour, il y a des ouvertures hautes qui se font, mais je ne veux pas en parler parce que ce serait trop rapide en une simple phrase. Ouais. Donc, on fait des stages dans le Morbihan. Parce que là, il y a t'as un site d'ailleurs qui est très bien fait, qui s'appelle Conscience Verte. De toute façon, on mettra les liens sous notre vidéo. Et vraiment, je conseille d'ailleurs aux personnes de découvrir déjà tes ouvrages. Bon, moi, j'en ai pas mal ici. Bon, j'en ai amené quelques-uns. Voilà, juste pour montrer. Mais tu en as écrit bien d'autres. L'énergie des lieux sacrés, super intéressant. C'est le livre qu'on a montré tout à l'heure. Donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent à découvrir tes livres. Et puis, s'ils veulent aller plus loin, ils prennent aussi contact sur ton site pour aller sur un de tes stages, en étant un peu patient parce que tu as beaucoup de demandes et je sais que tu es relativement blindé, mais bon, ça, c'est aussi preuve de la qualité de ce que tu dispenses. Écoute, c'était vraiment passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je te remercie d'avoir pris ce temps d'échange. Et puis, écoute, je pense que on te réinvitera certainement à un moment parce qu'il y a aussi un domaine sur lequel j'aimerais bien, mais bon, là, si on ouvre la porte, on repart, je pense, pour un bon moment. C'est aussi tout ce qui est justement la mémoire des lieux. Parce que je crois que c'est un domaine qui est, en tout cas nous, en tant que, je dirais, consultant Vastu, c'est quelque chose sur lequel aussi on est confronté quand on va visiter les maisons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'énergie structurelle, comme tu dis, avec les baguettes, on prend connaissance de l'invisible au travers des énergies locales. Et il y a aussi les empreintes qu'ont laissées les gens. Et ça, c'est aussi un domaine très, très intéressant. Et je pense qu'on aura l'opportunité, je l'espère, de pouvoir échanger sur le sujet prochainement. Eh bien, écoute, merci beaucoup Thierry. Merci, c'est un grand plaisir. Et puis, écoute, au plaisir de te revoir et au plaisir de revoir aussi les gens qui nous écoutent pour d'autres interviews très prochainement. Merci à toi. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.